On me demande souvent pourquoi est-ce que je n'utilise pas d'Oya dans mon potager. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de revenir en détail sur cette technique, voir notamment ces avantages qui font que beaucoup de jardiniers, effectivement, vont utiliser des Oya. Mais on va voir aussi les nombreux inconvénients, certains conséquents. Donc dans un premier temps, on va revenir donc sur cette technique d'arrosage par les Oya. Ça consiste tout simplement à prendre des pots, des jarres en terre cuite. On fait un trou dans son sol et on va y enterrer une jarre qui va faire parfois 1 litre, 2 litres, 5 litres, 10 litres, voire même parfois 15 litres de contenance en eau. Et avec le principe donc par porosité au travers de la jarre et puis ensuite par capillarité, le principe donc de diffuser l'humidité qu'il y a à l'intérieur de la jarre qui va se répandre dans le sol sur les 20-30 cm aux alentours de la jarre enterrée dans le sol. L'avantage, le premier avantage conséquent, c'est qu'on va avoir une humidité qui va être constante, qui va être idéale. Je vous parle souvent d'un sol humide juste comme une éponge essorée. Eh bien, c'est facilement le cas avec ce principe d'irrigation. Si le sol s'assèche, en fait, il va y avoir une tension qui va tirer sur l'eau à l'intérieur de la jarre, qui va traverser la jarre par porosité, et on va avoir un sol qui va vraiment s'humidifier, qui va être juste humide comme il faut, et les racines vont adorer d'avoir une humidité constante. Je pense notamment aux plants de tomates qui détestent avoir un sol sec et puis ensuite un sol humide, ce qu'on appelle vraiment un stress hydrique. Là, on a vraiment une humidité constante du moment bien sûr qu'on remplit les Oya chaque fois qu'ils se vident ou même quand ils sont vides aux 2/3 de leur hauteur pour éviter justement que le sol ne s'assèche. Donc premier avantage conséquent d'avoir une humidité constante. Deuxième avantage, c'est celui qu'on entend le plus, que les vendeurs d'Oya mettent beaucoup en avant, ça va être celui d'économiser de l'eau. Pourquoi ? Parce que quand on arrose par exemple à l'arrosoir, qui plus est sur un sol qui est dépaillé, eh bien 60, 70, 80% de l'eau d'arrosage va en fait être perdue, elle va s'évaporer sous l'action du soleil, sous l'action du vent, de la chaleur, une partie aussi qui va s'infiltrer trop profondément en profondeur dans notre sol, là où les racines n'ont plus accès à l'eau, ce qui fait qu'au final, quand on arrose 10 litres un plein arrosoir, il va y avoir seulement 1, 2, 3, 4 litres maximum qui vont être destinés aux racines. Alors qu'avec le principe des Oya, eh bien là on est à 80, 90%, 95 même parfois de l'eau qu'on met dans les Oya qui va être destinée aux racines. Pour autant, vous verrez tout à l'heure en fin de vidéo que moi ici j'ai recréé un système qui permet même sans les Oya de vraiment destiner toute mon eau d'arrosage aux racines de mes plants de légumes. Autre avantage ensuite, c'est que d'arroser via cette citerne tampon, eh bien l'eau va se mettre à température ambiante. Et ça c'est intéressant quand on arrose parfois avec une eau trop froide qui sort des robinets là au début du printemps, encore froide du réseau de distribution d'eau. Pour ceux qui ont des forages, l'eau souterraine est parfois glaciale. Et bien là, de mettre cette eau dans les Oya, on va avoir une mise à température ambiante. Et ça aussi c'est génial parce que les racines, les plants de légumes n'aiment pas trop avoir une eau trop froide. Et là ce n'est pas le cas via cette méthode des Oya. Et puis enfin, dernier avantage, ça va être que cette méthode est tout simplement belle. On y met souvent une tradition, voire même un côté ancestral, même s'il faut quand même nuancer ça parce que les sources historiques sont assez faibles. Quelques documents qui montrent qu'en Chine ou qu'en Amérique du Sud, on utilisait cette technique dans une époque ancestrale, mais c'est loin de faire une unanimité. Mais néanmoins, notamment les vendeurs d'Oya qui jouent beaucoup sur ce côté tradition, sur ce côté ancestral. Et puis c'est vrai que je vois beaucoup de jardiniers qui prennent plaisir tout simplement à arroser de cette façon-là, qui est très jolie et qui donne envie quelque part. Et c'est pourquoi, je répète, j'essaierai un petit peu cette technique, mais très loin de l'élargir sur tout le potager. Et je vais vous l'expliquer pourquoi maintenant, avec les nombreux inconvénients aussi dont il faut tenir compte. Donc, on passe aux inconvénients. Premier inconvénient de cette méthode, et qui me vient de suite à l'esprit, c'est tout simplement le coût. Quand on voit le prix du moindre Oya de 1 litre, qui va vite être de 10 voire 15 euros, si vous voulez un Oya de 5 litres, moi c'est ce qu'il me faut ici au minimum, tellement j'ai des besoins en eau conséquents en été, il faut 5, parfois même 10 litres par jour au mètre carré, et bien il me faut donc un Oya de 5 litres pour un mètre carré, et bien là on va devoir payer 30, 40, 50 euros. Vous imaginez sur les 200 mètres carrés
en culture de mon potager, ça représenterait des milliers d'euros. Donc déjà, il y a une énorme barrière pécuniaire, d'argent, financière, qui sont un énorme frein à répandre cette technique sur l'ensemble du potager. Alors c'est vrai qu'on voit des jardiniers qui essaient de faire leur propre Hoya, notamment avec des pots en terre cuite qu'on récupère, mais attention parce que la porosité n'est jamais celle de Hoya professionnelle. Parfois elle va être trop conséquente, parfois elle va être absente parce que il y a des substances anti-porosité, donc on se retrouve avec des pots étanches. Donc il faut bien mesurer ça, mais néanmoins je pense, par exemple, je vous mets le nom de la ferme que j'avais vue en vidéo, il montrait, d'ailleurs une vidéo qui a fait beaucoup d'audience, il montrait qu'ils se sont fait eux-mêmes des Hoya de plus de 15 litres qu'ils remplissent une fois par semaine, un par mètre carré, et ça leur revenait beaucoup moins cher que des Hoya professionnels, et ils arrivaient avec de chouettes, à de chouettes résultats avec cette technique. Mais néanmoins, donc, si on veut des Hoya professionnels, une première barrière de coût. Deuxième barrière, c'est que l'humidité, certes, est parfaite autour des Hoya, mais elle reste assez limitée, assez ciblée, seulement 20-30 cm par capillarité dans le sol autour des Hoya. Et quand on a des cultures intensives sur des planches entières, que ce soit carottes, navets, petits pois, mange-tout, poireaux, toutes ces cultures qui s'étendent sur des mètres et des mètres carrés, eh bien la technique des Hoya n'est pas du tout adaptée, n'est pas envisageable. On pourra l'envisager par exemple pour des plantations espacées comme des concombres, des tomates, des poivrons, des aubergines, des melons, des pastèques, mais pour bien des cultures, on se retrouve vraiment avec une technique qui n'est pas propice, qui prend de la place sur le sol. Et là on arrive aussi à un autre inconvénient, et qui pour moi d'ailleurs est peut-être même le premier inconvénient, c'est que vous le voyez pour ceux qui sont là depuis des années sur la chaîne, moi je suis un amoureux du sol vivant, et je ne me vois pas du tout retirer de la terre de mon sol pour y mettre du vide et par la suite une cuve remplie d'eau, parce que pour moi un mètre carré de potager productif, vivant, biologique, c'est un mètre carré de terre humide, et donc l'eau fait partie intégrante de la proportion de mon sol, mais n'est pas séparée, ou je ne vais pas enlever 10-20% de mon mètre carré de terre pour y mettre uniquement de l'eau. Et ça pour moi c'est vraiment le premier frein, parce que j'ai conscience que le moteur biologique d'un potager biologique, c'est la terre, c'est le sol humide, c'est l'activité biologique qui a besoin d'humidité, et j'ai du mal vraiment à prélever une partie du sol pour y mettre une jarre ou un pot en terre cuite. Donc, autre inconvénient de quelque part prélever une partie du moteur du potager pour y mettre du vide et ensuite pour y installer donc des jarres remplies d'eau. Autre contrainte ensuite que je vois, qui d'ailleurs est citée parfois en avantage, c'est que ces Hoya, eh bien sitôt qu'on a un climat qui est quand même gourmand en eau, je répète que sous des parties du pays où il fait 30-35 degrés, du vent, un faible taux d'humidité, les plants par exemple de tomates vont transpirer 1 à 2 litres par jour. Donc sur un mètre carré, on va avoir besoin de 5, 6, 7, 8 litres par jour pour répondre aux besoins des cultures. Et si on a un Hoya de 5 litres, moi je le vois avec des jardiniers qui en ont dans ma région, tous les 2 jours, 3 jours grand maximum, sous condition d'avoir un paillage, un petit peu d'ombrage, eh bien il faut remplir les Hoya. Et pour peu qu'il y ait donc une forte densité de végétation, des plants de tomates un peu partout, il faut aller chercher les Hoya sous ces plants, il faut enlever les couvercles, il faut remplir, remettre les couvercles, remettre un peu de paillage. Ce n'est pas forcément la logistique la plus simple par rapport, par exemple, à un goutte à goutte que moi j'ai ici installé sur programmateur, où je n'ai quasiment rien à faire en contrainte d'arrosage. Donc une notion de logistique qui est aussi parfois avantageuse sous des climats peu gourmands en eau. Je pense à l'été breton. En Bretagne, souvent le besoin en eau est de tout juste 1 à 2 litres par jour au mètre carré. Il y a des pluies passagères, donc évidemment l'humidité est beaucoup moins consommée par le climat, par la météo, par le soleil, et ce qui fait que les Hoya, parfois j'ai entendu des jardiniers dire eh bien, avec mon Hoya je fais 15 jours, même parfois j'ai entendu 1 mois avec une simple jarre de 5 litres au mètre carré, mais ça ce sont vraiment pour les climats les moins gourmands en eau, et je répète que le besoin en eau varie complètement avec la météo. Il peut aller d'un facteur 1 à un facteur 10, et pour des régions comme moi où on est sur un facteur 10, il faudra fréquemment remplir ces Hoya pour avoir une belle humidité constante autour des Hoya. Les 2 dernières contraintes, ça va être la fragilité, notamment par rapport au gel. En ce moment, on vit une énorme vague de froid, des températures négatives, et la plupart des Hoya ne résistent pas au gel, ce qui veut dire qu'il faut les déterrer, qu'il faut les mettre à l'abri. Si vous en avez plusieurs dizaines, vous vous rendez compte de la contrainte de travail, de logistique que ça demande. Il faut aussi faire attention à la manutention parce qu'on peut les casser facilement. Je sais qu'il existe quelques fabricants, je pense à une vidéo de Xavier Mathias qui nous montrait ces Hoya qui apparemment résistent au gel, un fabricant qui garantit une résistance au gel. Donc
peut-être vous renseigner au moment de l'achat si vous souhaitez en acquérir, mais pour la plupart, il n'y a pas de résistance au gel, ce qui veut dire qu'il faut les mettre à l'abri chaque hors-saison, chaque hiver, pour ensuite les réinstaller, ce qui n'est pas rien. Et enfin, dernier inconvénient, ça va être par rapport à ceux qui ont comme moi une eau calcaire, qui a tendance, avec le tartre, avec le calcaire, à boucher les tuyaux, à boucher la porosité, et on se retrouve avec des Zoya qui, s'ils ne sont pas brossés, nettoyés tous les 2-3 ans, vont finir par se boucher, par être étanches, et on perd évidemment en efficacité. Donc voilà pour les contraintes qui font que moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, même après 15 ans de passion de jardinage, de sol vivant, même en ayant pleinement conscience de la nécessité d'avoir un sol constamment humide, je me suis toujours refusé cette technique. Mais néanmoins, cette saison, vous le verrez, on fera un essai ensemble. Je vais quand même me procurer 2, 3, 4 Oya. Je vais les acheter pour ne pas avoir de biais commerciaux. Et puis, on verra ensemble, en comparant avec d'autres parcelles qui n'auront pas d'Oya, si les plantes de tomates se portent mieux. Et puis, on verra aussi l'efficacité sur l'humidité, tout simplement, du sol. Pour finir, je vous résume comment moi ici, je suis arrivé, je trouve, je pense à une efficacité similaire à celle des Zoya, mais en m'y prenant autrement, en jouant sur 3 facteurs. Déjà, en baissant les besoins en eau de mon potager. Ensuite, en deuxième facteur, en augmentant la réserve en eau de mon sol. Et troisièmement, en arrosant efficacement. Donc premier facteur, baisser les besoins en eau. Ça, je le fais en paillant le sol pour éviter l'évaporation. Mais le premier besoin en eau, il vient de la transpiration des plants. Donc le paillage ne joue pas là-dessus et pour ça, il faut ombrager. C'est pour ça que j'ai une haie plein sud. C'est pour ça que j'ai des arbres fruitiers, que j'ai des oliviers, que j'installe bien des cultures à mi-ombre. Et je baisse donc mon besoin en eau, ce qui fait que j'ai moins à arroser. Deuxième facteur, à mon sens, le plus important, c'est que j'augmente la réserve en eau de mon sol. Comment je m'y prends? Eh bien, il faut avoir un sol que j'appelle éponge, je vous en parle depuis des années. Il faut notamment l'alimenter en matière organique. Vous me voyez mettre depuis des années des composts en tout genre, des composts végétaux, des composts de fumier, des composts maison, de la matière organique aussi grossière parfois, des fumiers frais. Tout ça va faire éponge, va augmenter la capacité en rétention en eau de mon sol, ce qui fait que pour chaque mètre carré, je peux verser 20, 30, 40, même 50 litres d'eau et ils vont rester en rétention sur les 30-40 premiers centimètres de mon sol. Et donc, la meilleure citerne en eau, à mon sens, pour mon potager, ce n'est pas les Zoya, ce n'est pas une jarre, un pot, mais c'est tout simplement mon sol, tout simplement en lui-même, bien structuré, bien texturé, avec le sable, le limon, l'argile, la matière organique. Je me retrouve à avoir une forte capacité en rétention en eau. Chaque goutte de pluie est retenue, elle n'est pas évaporée parce que l'eau rentre dans le sol, elle n'est pas ruisselée en profondeur parce que l'eau est bien retenue avec cette structure de sol efficace. Donc, oui, pourquoi pas pour des Zoya, si vous manquez de matière organique, si vous avez un sol très sableux, si vous manquez de paillage, si vous voulez utiliser une méthode sympa, traditionnelle, comme on la vend, entre guillemets, là, pourquoi pas. Mais dans mon cas, où j'ai réussi avec, là aussi, des techniques d'arrosage, notamment via le goutte à goutte, où j'arrose de façon délicate, ni trop peu, ni trop, tout simplement à juste dose, vous savez, 2 petits litres là qui vont se diffuser sur 1 heure au pied des plants, ce qui fait que l'eau va être gentiment retenue sur les 10-20 premiers centimètres et les racines vont se régaler de cette humidité. Donc voilà pourquoi, au final, dans mon contexte, en jouant sur ce besoin en eau que je réduis, en jouant sur la réserve en eau de mon sol que j'augmente, en jouant sur une technique d'arrosage adaptée avec notamment un goutte à goutte, parfois aussi avec un arrosoir, je dépaille un petit peu, je verse délicatement mon arrosoir, je repaille, là aussi 80 à 90% de mon eau d'arrosage est efficace, n'est pas perdu, et bien j'arrive facilement à me passer des Zoya. Donc voilà pour ce que j'avais à vous partager, bien sûr avec grand plaisir de vous lire dans les commentaires, je pense que vous serez nombreux à utiliser cette technique et ce serait intéressant d'avoir vos retours. Soyez vraiment transparents, bien sûr, sur les avantages, mais aussi sur les inconvénients si vous en remarquez. On n'est pas ici pour être dans des extrêmes, on est là pour trouver les bonnes nuances, pour trouver les bons compromis, pour trouver la bonne réalité de chaque thématique. Et donc, ça passera aussi avec vos commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, merci d'être passé par ici, et puis à très vite, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Ciao!